Bonjour. L'univers humain est le théâtre de multiples efforts de connaissance. Les sciences sont diverses, elles se portent vers les étoiles, vers la molécule, vers la psychologie humaine. Mais à chaque fois, à quoi aspirent ces diverses connaissances? Elles aspirent à répondre à des questions comme qu'est-ce que c'est, pourquoi ça existe, d'où ça vient, vers où ça va, en quoi c'est fait, pourquoi, comment. Et ces sciences, donc, qui se distribuent, comme nous l'avons vu, selon divers degrés d'abstraction, et à l'intérieur de ces trois degrés d'abstraction qui se distinguent par leurs différents objets, finalement, ces sciences cherchent, à travers ces différentes questions, une seule chose, c'est d'expliquer. Et Aristote le Stagirite a choisi un mot pour résumer l'objet de ces sciences, des sciences en général, pour traduire cette ambition d'explication. Ce mot, c'est le mot de principe. Le mot de principe et surtout son idée est vraiment extrêmement présent dans toute la philosophie du stagirite et d'ailleurs dans la philosophie et la théologie traditionnelle. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il a un peu perdu pardon, de sa prégnance. Qu'est-ce que c'est qu'un principe et comment divise-t-on les principes? Nous avons besoin de passer par là, d'étudier ce que c'est que le principe avant de continuer en philosophie, car si l'on ne comprend pas ce que c'est que le principe, on ne peut pas aller plus loin. Le principe, laissons ce petit jeu de mots, le principe est au principe de la connaissance aussi. Commençons donc par définir ce que c'est qu'un principe et quelles sortes de principes existent. Le mot français principe vient du latin principium. Principium signifie premier. Finalement, le principe, c'est tout simplement ce qui est premier. Ce qui est premier sur d'autres choses qui, évidemment, ne sont pas premières. Le principe est donc la traduction française du mot principium, qui est lui tout proche d'un autre mot latin, le mot de princeps, que le français traduit par prince. Nous voyons tout de suite que, et pour principium, traduit par prince, et pour princeps, et pour principium, traduit par premier, et pour princeps, traduit par prince, dans les deux cas, il y a cette idée de primauté. La primauté est effectivement l'apanage du prince. Le chef d'État est considéré dans toute nation comme le premier des membres du pays. Le principe est donc ce qui est premier. Dire qu'une chose est première, ça signifie qu'il y a un certain ordre, une antériorité, une postériorité, et qu'à l'intérieur de cette antériorité, de cette postériorité, donc de cet avant et de cet après, il y a une réalité qui est avant toutes les autres. Et cette réalité, c'est précisément ce qu'est le principe. Nous remarquons que nous avons un certain goût natif pour le principe, puisque nous avons un goût natif pour ce qui est premier. Nous aimons, à savoir ce qui est premier, surtout ce qui est premier dans la perfection, ce qui est dans l'excellence. Les gens du monde aiment à savoir qui a gagné la Ligue des champions. Ils aiment à savoir, dans l'Église catholique, quel est le plus grand saint. Ils en débattent. Oui, ce qui est premier, ce qui excelle, ce qui est avant tous les autres, eh bien, attire finalement le cœur humain. C'est à ce moment-là qu'il nous faut remarquer tout de même qu'il y a bien des façons d'être premier ou d'être second, ou d'être dans un certain ordre, selon le point de vue selon lequel on se place. Nous ne pouvons guère dire qu'une chose est première ainsi sans distinguer le point de vue, sans préciser le rapport sous lequel on se place. Première, dans quel ordre? En effet, les réalités peuvent être rangées dans divers ordres et plusieurs mêmes choses peuvent être entre elles rangées dans des ordres différents selon le point de vue selon lequel on se place. Et selon un point de vue, pardon, l'une sera première et selon un autre point de vue, l'autre sera première. Lorsque nous nous levons le matin, nous lever, c'est la première chose que nous faisons. Première quant à la chronologie. Nous ne pouvons rien faire quasiment avant de nous être levés. Mais ce n'est pas la première dans l'importance, dans la qualité, dans l'influence, évidemment. Si nous prions juste après nous être levés, ce qui n'est pas du tout interdit, eh bien prier est bien plus noble et plus important que de se lever. L'un est plus important et premier dans le temps, l'autre est premier dans la grandeur ou dans l'importance.
Une remarque qui n'est pas sans intérêt peut être faite à ce moment-là. C'est que lorsque plusieurs personnes marchent en file, l'une derrière l'autre, eh bien, nous utilisons un mot en latin pour désigner cette marche avant, cette marche en avant, c'est le mot procedere. En latin, procedere signifie une marche en avant. Ainsi, lorsque plusieurs personnes marchent en file, il y a bien un ordre. Eh bien, la première dans la file est avant la deuxième, et on dit que la deuxième procède de la première. Ainsi, lorsqu'il y a marche en file, l'ordre est désigné par la procession, surtout en matière religieuse, et cette procession signifie finalement qu'il y a un principe, celui qui marche le premier, et puis d'autres qui procèdent de ce principe. C'est cette proximité entre procédé, procession et principe qui explique pourquoi, dans la théologie de la Trinité, c'est ici une parenthèse qui commence et qui va bientôt se terminer, dans la théologie de la Sainte Trinité, saint Thomas d'Aquin recourt à la notion de principe. En effet, nous savons que le Fils, la seconde personne de la Trinité, la deuxième personne de la Trinité, procède du Père. Nous savons aussi que le Saint-Esprit procède et du Père et du Fils. Ça signifie que le Père est principe du Fils et que le Père et le Fils sont principe du Saint-Esprit. N'entendons pas par là qu'il y aurait une antériorité dans le temps, car ils sont tous éternels, ni qu'il y aurait une supériorité de l'un en matière de perfection, ou que l'un aurait des apanages dans l'être que n'aurait pas l'autre ou les autres. Non, rien de tel. La procession dans les personnes trinitaires signifie simplement que l'un procède de l'autre, ça signifie qu'il vient de l'autre, et d'ailleurs le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils incarné, dira « Je viens du Père ». Ça signifie donc que l'un procède, vient de l'autre, avec une certaine origine, sans que l'on puisse dire beaucoup de choses sur cette origine, car nous touchons là à un mystère extrêmement profond. Fermons la parenthèse. Il s'agit donc, pour revenir à la philosophie, de s'interroger sur cette notion de principe et de chercher quels sont les principes des choses matérielles. La philosophie de la nature, comme toute science, cherche à connaître les principes des choses, et comme elle s'intéresse aux choses de la nature, aux choses du cosmos, aux choses de l'univers, elle va chercher les principes des choses de la nature. C'est vraiment l'office, nous explique Aristote, de la philosophie de la nature. Voilà pour la définition de ce que c'est que le principe et son application à la philosophie de la nature. Maintenant, il est temps de passer à une autre étape, c'est-à-dire de donner les différents sens du mot principe, autrement dit, de diviser, de classer les divers sens, les significations du mot principe. Il y a en gros deux façons de distinguer les principes et bien sûr ces deux façons vont être utiles dans ce qui suivra, c'est pour ça qu'elles sont exposées ici. On laisse de côté d'autres classements qui n'ont guère d'intérêt ou qui brouilleraient les pistes. Nous allons diviser donc les différentes sortes de principes et on va les diviser de deux façons. La première division, le premier classement des différentes sortes de principes part d'un certain constat. Nous constatons que dans le monde autour de nous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses et ces choses changent. Double constat donc, les choses, constat d'une stabilité, leur changement, constat du devenir. La stabilité, le changement, c'est grâce à ces deux catégories, on peut dire, que nous pouvons dire tout ce qui nous entoure. Un homme, par exemple, apprend à jouer le violon. Comme homme, il relève de l'être stable, qui se conserve. Comme apprenti, comme apprenant, il relève du changement. Il n'était pas violoniste, il le devient. Au terme de ce changement, il sera violoniste. Au terme du changement, nous avons encore de l'être. La dualité être-changement est fondamentale.
Qui est-ce qui l'ignore? Elle est d'ailleurs, au principe, c'est le cas de le dire, des deux courants qui traversent toutes les grandes divisions de conviction entre les hommes, tant sur le plan politique que sur le plan religieux ou sur le plan moral. Dans l'ordre politique, on sait bien qu'il y a les conservateurs et les progressistes, ceux qui veulent conserver les choses, les normes, les traditions, et ceux qui veulent que ça bouge. À l'heure où cette vidéo est faite, c'est encore, on ne sait pas pour combien de temps, le gouvernement d'un président de la République qui est aux manettes, et ce président de la République a été élu après avoir fondé un parti politique qui contenait dans son intitulé les mots En marche, et sa campagne a été bâtie autour de la notion de progrès, de réforme. Il y a donc dans la politique ceux qui défendent la stabilité, ceux qui défendent le progrès, le fait de bouger. Eh bien, cette distinction entre l'être et le changement nous permet de deviner déjà que les principes sont de deux sortes, les principes de l'être et les principes du changement. On peut être principe de l'être d'une chose et on peut être principe de son changement. Prenons un exemple. Supposons que du carbone, uni sans doute à autre chose comme de l'hydrogène, mais supposons que du carbone par combustion mène à du gaz carbonique. C'est là une réaction chimique. Avant, il y avait du carbone, après, il y a du gaz carbonique. Ce sont des êtres, et entre les deux, on a eu un devenir, un changement, une transformation, une réaction chimique. Eh bien, on peut s'intéresser au principe du carbone et au principe du gaz carbonique, c'est-à-dire à ce qui explique, rend compte de ces choses-là en tant que choses, en tant qu'être stable. Et puis, on peut s'intéresser aussi au principe de la réaction chimique, à expliquer la réaction elle-même, la transformation elle-même, par exemple en cherchant les conditions de cette transformation, notamment la température. La température est une condition de telle ou telle réaction chimique. Eh bien, lorsqu'on parle de conditions, la condition a été étudiée par Platon dans son célèbre dialogue Phédon. La condition est par rapport à ce qu'elle conditionne, par rapport à son conditionné, première, car si elle n'est pas réalisée, le conditionné n'a pas lieu. La condition est première sur son conditionné, elle est donc principe. La condition est au principe de ce qu'elle conditionne, la condition donc d'une réaction chimique est au principe de la réaction. Expliquer une réaction chimique, ça sera, par exemple, en particulier, donner la température à laquelle elle peut se produire. On voit à travers cet exemple que les principes peuvent s'intéresser ou bien à l'être, ou bien au devenir. Voilà pour la première façon de diviser les principes. La deuxième sera plus simple et s'imposera à quiconque réfléchit un tant soit peu au fait que lorsqu'on considère n'importe quelle chose dans le monde, ou bien l'on s'intéresse à ce qui est la chose elle-même, ce qui lui est intrinsèque, ou bien on s'intéresse à ce qui n'est pas elle. Rien de plus simple. Ce qui lui est intrinsèque, c'est elle finalement, c'est parti. Et puis ce qui est hors d'elle, ce qui est extrinsèque, c'est tout ce qui n'est pas elle. Cette division entre l'intrinsèque et l'extrinsèque est tellement immédiate qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder davantage. On pourra donc expliquer une chose de l'univers, rechercher ses principes, ou bien en elle ou bien en dehors d'elle. Il y a les principes intrinsèques à la chose, c'est-à-dire ce qui est premier sur elle mais qui est en elle, ou bien les principes extrinsèques à la chose, c'est-à-dire ce qui est premier par rapport à elle mais qui est hors d'elle. Prenons un exemple. Lorsqu'une horloge est fabriquée par un horloger à partir de certains matériaux comme le bois, le métal, de la corde peut-être, que sais-je, celui qui va s'intéresser à la fabrication de l'horloge pourra s'intéresser ou bien au principe intrinsèque à l'horloge ou bien au principe c'est être extrinsèque. Intrinsèque à l'horloge, c'est par exemple ce dont elle est faite. Le bois, le métal sont dans l'horloge, ils font partie d'elle, ils sont des éléments d'elle, disons. Et donc expliquer l'horloge par le bois, par les matériaux dont elle est faite, c'est là rechercher les principes intrinsèques. C'est important parce que la qualité d'une chose dépend de ce dont elle est faite. En revanche, si l'on s'intéresse à l'horloger, eh bien, on va s'intéresser à un principe de l'horloge, parce qu'il est bien principe de l'horloge, l'horloger, mais qui est extrinsèque à l'horloge, évidemment.
les horlogers ne font pas partie de leur horloge, même si lorsqu'il s'agit d'horloges énormes dans lesquelles on peut rentrer, l'horloger n'est jamais une partie de son horloge. Et donc expliquer l'horloge par l'horloger, par exemple en connaissant les noms des différents fabricants, les plus illustres d'entre eux, les plus adroits d'entre eux, eh bien, c'est une autre façon d'envisager les choses. Il y a donc les principes intrinsèques et les principes extrinsèques. Alors pourquoi ces deux divisions? L'une qui dit qu'on peut être principe de l'être ou du devenir, l'autre qui dit qu'on peut être principe ou intrinsèque ou extrinsèque. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir avancer en philosophie de la nature, car Aristote va s'intéresser au principe de la chose, de la nature, mais à quel principe? Est-ce qu'il va s'intéresser au principe intrinsèque ou extrinsèque? Est-ce qu'il va s'intéresser au principe des choses elles-mêmes ou de leur devenir? La réponse est nette. Il va s'intéresser d'abord aux principes intrinsèques, même si viendront ensuite les principes extrinsèques. C'est-à-dire qu'il va d'abord chercher la constitution des choses, les constituants intimes des choses. Et ensuite, il va les chercher dans leur être, c'est-à-dire qu'il va non pas s'intéresser au devenir d'abord, mais à l'être. Il veut chercher à expliquer les choses et non pas le changement, car le changement finalement, c'est le processus qui va à l'être. L'être est en priorité, a une priorité sur le changement, et c'est celui qui occupe d'abord l'intelligence humaine. Donc il va chercher les principes intrinsèques d'abord, les principes extrinsèques venant après, et puis les principes de la chose et non pas du changement. Ça, c'est la réponse qu'il faut donner, et c'est ce qui introduit la suite de nos entretiens, c'est-à-dire que désormais nous allons chercher, ça sera la première étape de notre quête, nous allons chercher quels sont les principes intrinsèques de l'être des choses naturelles. Soit dit par moi de manière de sourire, Aristote fait quand même une surprise, c'est la surprise du chef pourrait-on dire, c'est-à-dire qu'il va bel et bien aller à la quête des principes de l'être des choses et non pas du devenir, mais pour y arriver, il va passer par les principes du devenir. Ça, c'est l'originalité de sa démarche, qui d'ailleurs fait écho à certaines quêtes qui ont été réalisées avant lui, c'est-à-dire qu'il va vraiment entreprendre de connaître l'être des choses, mais en passant par les principes du devenir, car il expliquera que c'est en passant par le changement qu'on arrive bien à connaître l'être. C'est assez pour cette définition, puis cette division des principes, du principe. Et avant de vous laisser, il est peut-être lieu de faire quelques considérations complémentaires, vraiment annexes, mais plus pratiques sur cette notion de principe qui touche à notre vie concrète. En effet, les éducateurs le savent bien, lorsqu'on éduque un enfant, il s'agit de faire un homme de principe, entre autres, pas seulement. Mais nous aimons, lorsque nous éduquons, à faire des hommes de principe. Qu'est-ce que c'est un homme de principe? Un homme de principe, c'est quelqu'un qui a des choses premières, puisqu'il a des principes. Des premières sur quoi? Sur son agir. Un homme de principe, c'est quelqu'un qui a décidé de n'agir autant que possible que d'après des principes qui vont normer son agir. Il a décidé de ne pas être le jouet de ses caprices, de ses envies, des circonstances du moment, mais de suivre une loi, quelque chose de premier qui s'impose à lui, d'objectif, qu'il n'a pas choisi, au moins en partie. On peut se donner des principes un peu personnels d'agir, mais les vrais principes, les principes les plus importants dont on parle, sont des principes qui s'imposent, qui sont objectifs, qui sont pour tout le monde. La loi morale, par exemple, de Dieu est universelle. Et donc, un homme de principe, c'est quelqu'un qui agit ainsi d'après les principes. Et le chrétien se donne pour tâche, il a reçu pour tâche, à vrai dire, d'être un homme de principe qui se fie, qui se plie à la loi de Dieu et à la loi de l'Église. Et il n'est pas inutile de noter qu'aujourd'hui, le mot de principe est dans l'éducation et dans la théologie
a perdu de sa fréquence, on l'a remplacé souvent par un autre terme, celui de valeur. On dit moins souvent aujourd'hui un tel est un homme de principe qu'il a des valeurs. Il défend ses valeurs, il promeut ses valeurs. Est-ce que vous voulez partager mes valeurs? Est-ce que cette substitution du mot valeur au terme principe est légitime? Non pas. En effet, le mot valeur ne se retrouve pas dans la philosophie et surtout la théologie traditionnelle parce qu'il a une connotation le plus souvent mercantile, il est relatif aux échanges, à l'économie, et il ne convient pas pour décrire la moralité du comportement humain. Le mot valeur renvoie à valoir et on vaut quelque chose selon la capacité d'échange, on vaut quelque chose au terme d'une convention, d'un accord, implicite ou explicite, bref, la valeur est quelque chose de subjectif et de relatif. On vaut pour un tel. Une même réalité vaudra quelque chose à Bonn, une autre chose au Québec. Ainsi, les valeurs sont davantage relatives, subjectives, individuelles finalement, tandis que les principes sont objectifs. C'est pour ça qu'il n'est pas anodin qu'on ait substitué l'un à l'autre. C'est au terme du développement de certaines idées philosophiques au XXe siècle que ce mot s'est imposé dans le langage chrétien et dans le langage humain, de même que le terme éthique, mais là c'est moins illégitime, a finalement supplanté partout le mot de morale, je dis moins légitime, moins illégitime en partie, et bien que le mot de valeur s'est substitué à celui de principe, et cette substitution n'est ni anodine ni souhaitable. Il convient donc que nous soyons des hommes de principe et non pas des hommes de valeur. Et le premier principe, c'est précisément qu'il faut s'enquérir de la philosophie qui cherche les principes. C'est pour ça que vous êtes invités au prochain entretien. Merci d'avoir suivi cet entretien-ci. J'espère à bientôt et que Dieu nous bénisse.